Pour intervenir un peu sur le contexte constitutionnel qu'implique l'appartenance de la France à l'Union européenne. Donc un peu les aspects juridiques, enfin voilà. Tout va un peu tourner autour du traité de Lisbonne. Je vous rassure, je ne vais pas parler de tous les articles du traité de Lisbonne, j'en citerai qu'un seul, il va venir rapidement, ça sera largement suffisant. Premier point à noter, c'est que le traité de Lisbonne a été imposé en 2007 de façon scandaleuse pour le moins, puisque c'est issu d'un coupé-collé du projet de TCE que le peuple français et que le peuple néerlandais avaient refusé en 2005. D'ailleurs, si vous avez la curiosité d'aller sur le traité de Lisbonne, vous verrez que en général, dans tous les articles. Alors, le traité de Lisbonne, c'est essentiellement deux traités, le TU, le traité sur l'Union européenne, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TUE, TFUE. On regarde sous les articles, on voit article temps du TCE, c'est assez rigolo. Donc c'est vraiment, ils s'en sont même pas cachés que c'est un copier-coller, avec quelques légères différences, mais sans plus. Donc là, on peut se poser des questions sur le fait que l'Union européenne soit très très suspicieuse par rapport à la souveraineté populaire, au respect des vœux des peuples. Et donc ça vaut le coup de regarder si c'est juste un accident de parcours entre gens qui n'arrêtent pas de se gargariser d'état de droit à Bruxelles et ailleurs, ou bien est-ce que c'est quelque chose de très fondamental chez eux. Alors, la meilleure des choses, le plus naturel à faire, c'est justement d'aller interroger le traité de Lisbonne. Et quand on va interroger le traité de Lisbonne, le plus naturel du plus naturel, si je puis dire, c'est d'aller regarder quels sont les objectifs de l'Union européenne. Alors là, il suffit de ne pas aller très loin, c'est cet article dont je vais parler, c'est l'article 3, alinéa 3 du traité sur l'Union européenne. TUE et TFUE ont été réamendés au moment du traité de Lisbonne en 2007, mais c'est des traités qui sont plus anciens, qu'ils ont retapés à ce moment-là. Et quand on regarde cet article, on se rend compte qu'il y a trois notions clés qui apparaissent. Celle d'économie sociale de marché, celle de plein emploi et celle de stabilité des prix. Donc je vais interroger ces trois notions par rapport à l'histoire de la pensée économique. L'économie sociale de marché, il faut savoir que c'est une déclinaison immédiate de la théorie ordolibérale, de l'ordolibéralisme. Tout ça s'est passé dans les années 30-40, et c'est une histoire allemande. Les principaux penseurs de l'ordolibéralisme, qui est une façon de faire du néolibéralisme, c'est du néolibéralisme, mais je pense que l'ordolibéralisme, si on veut bien comprendre, il faut l'opposer aux libertariens. Les libertariens disent qu'il ne faut pas qu'il y ait du tout d'État. Les ordolibéraux disent que l'État ne doit jouer aucun rôle dans le processus économique, par contre, il organise en amont les choses. Voilà. C'est la différence. Derrière l'ordolibéralisme, donc, il y a eu immédiatement une déclinaison, l'économie sociale de marché, pondue par un certain Müller-Armack, et non pas Armack, quoique, ça a été mis en vigueur très rapidement dans la République fédérale d'Allemagne dès 1949 par Ludwig Erhard, qui a été ministre de l'économie jusqu'en 1963. À partir de ce moment-là, il est devenu chancelier, il a continué. Alors, il y a une première chose qui est intéressante, déjà, c'est de voir le pédigré de Müller-Armack et de Erhard. Comme les gens bien informés le savent, c'est des gens qui ont quand même été très sérieusement compromis avec le nazisme. Ce qui montre que l'affaire de social dans l'économie sociale de marché, elle est quand même... c'est pas forcément tel que nous on peut l'entendre. En ce qui concerne Ken et Röpke, ils sont absolument pas du tout suspects de nazisme, par contre, ils s'y sont même opposés. Par contre, ils sont parmi les fondateurs principaux de la Société du Mont Pèlerin. La Société du Mont Pèlerin, pour ceux que tout le monde connaît. Oui. Alors, c'est une sorte de cercle de réflexion, think tank, d'économistes libéraux, qui réfléchissent à comment stabiliser le capitalisme, le conforter, l'orienter, etc. En fait, c'est du Davos, mais beaucoup plus théorique et plus
concentré pur jus, si je puis dire. Eucken en a même été à un moment le président, et parmi eux, on retrouvait, parmi ses fondateurs, Milton Friedman, Friedrich Hayek, etc. Donc, là encore, deuxième indication, le terme de social dans l'économie sociale de marché doit poser un certain nombre de problèmes. Alors, en fait, ce concept d'économie sociale de marché, je pense qu'il y a... Moi, je vais faire parler... j'ai une citation, c'est la seule que je vais vous faire. En général, on ne fait pas ça dans un exposé, mais là, ça vaut le coup. Je vais vous citer quelque chose qu'a écrit Wilhelm Röpke, comment dire, et c'est une conception de la démocratie qui est assez particulière, on pourrait même dire en langage jeune, un peu zarbi. Alors, je vous lis la citation. Le processus de l'économie de marché est donc en quelque sorte un plébiscite de tous les jours. Chaque marque, c'est en Allemagne, hein, dépensée par le consommateur représente un bulletin de vote. Et les producteurs font, par leur publicité, donc les industriels, etc., de la propagande électorale à faveur d'un nombre illimité de partis, c'est les articles qu'ils mettent en vente. Cette démocratie des consommateurs, c'est ça la démocratie, a évidemment un défaut, d'ailleurs corrigible dans une certaine mesure. Les bulletins de vote sont distribués très inégalement. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même somme, en l'occurrence de marque, dans la poche ou sur son compte en banque. Mais ce défaut est en partie compensé par l'avantage d'une représentation proportionnelle parfaite. Les minorités ne sont pas écrasées. Tout le monde peut acheter avec la mesure de ses moyens. Hein. Les minorités ne sont pas écrasées par les majorités et chaque bulletin de vote est valable. Nous avons ici une démocratie de marché qui, dans sa précision implicite, surpasse la démocratie politique la plus parfaite. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur la conception de ce que c'est que l'économie sociale de marché. C'est le premier problème que pose l'objectif de l'Union européenne. Deuxième objectif, le plein emploi. Alors le plein emploi, là aussi, il faut savoir à quoi ça... Alors c'est très sympathique hein, comme terme, on est tous pour le plein emploi, que tout le monde ait un boulot, il n'y a pas de problème. Pardon. Le seul problème, c'est ce terme de plein emploi, il a été introduit par un penseur libéral, enfin néolibéral d'ailleurs, parce que il fait partie de l'école marginaliste, Charles Pigou, qui était un contemporain de Keynes, il était d'ailleurs assez copain quoi, quand divergence totale sur ce qu'ils écrivaient. Pigou. C'est Pigou. Charles, c'est un anglais. Et bon, c'est pas le plus connu, mais enfin, il est quand même connu parce que dans leur vision des choses, les agents économiques sont complètement individualisés. Les entrepreneurs, les entreprises, les ménages, les travailleurs, etc. Et donc, pour eux, la théorie, comment dire, si on respecte la loi de l'offre et de la demande et qu'il n'y a pas d'obstacle, il y a plein emploi. C'est ça qu'ils veulent dire. La notion du plein emploi, elle est d'abord une notion marginaliste qui explique qu'il n'y a pas de chômage si la loi de l'offre et la demande n'a pas d'obstacle. Alors les obstacles potentiels, c'est des concurrences faussées, des salaires nominaux trop élevés, ça c'était la marotte de Pigou, le salaire de réserve, comme ils disent, c'est-à-dire c'est les prestations sociales trop élevées, voire si c'était inexistant, ce serait peut-être pas plus mal, ça c'est plutôt la position de Milton Friedman. C'est également les monopoles. Et il faut savoir que ce qu'ils entendent par monopole, ce n'est pas forcément les oligopoles tels que nous on les conçoit, mais c'est aussi les syndicats. Parce qu'effectivement, tout individu qui se regroupe, on n'est plus individualisé, on n'est plus un agent individuel dans le cadre des différents marchés, offre-demande, etc. On se regroupe et on fausse le jeu, et donc on produit du chômage. Voilà. Le plein emploi, sur le fond, pour les marginalistes, les néolibéraux, c'est ça. Pour se convaincre de, comment dire, l'Union européenne a repris donc ce terme, et pour se convaincre, si on n'en est pas convaincu, que c'est bien dans cette acception que l'Union européenne prend le concept de plein emploi, il faut aller regarder le livre blanc de la Commission européenne, finalisé en décembre 1993, édité en mars 1994, qui reprend cette affaire-là, qui est un véritable traité de néolibéralisme,
et qui, entre autres solutions, préconise de substituer au taux de chômage, comme gouvernail de la politique de l'emploi, de lui substituer le taux d'emploi. Le taux d'emploi, il faut savoir qu'au niveau de la définition du BIT, Bureau international du travail, si on travaille 1 heure par semaine, on est considéré en emploi. Pas la peine de faire un dessin, on voit le boulevard, la double autoroute, la décuple autoroute qu'il y a en faveur de la précarité. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont tout de suite fait assez rapidement en Allemagne au début des années 2000, et puis avant au Danemark d'ailleurs. Voilà. Alors, je pense que ça, je n'ai pas regardé, mais c'est déjà dit. Alors évidemment, oui, il n'y a pas de définition. Personne ne préconise parmi ces gens-là de définir un taux de précarité. Moi, je cherche toujours quelqu'un qui a défini un taux de précarité. C'est pas intéressant, c'est pas très convenable, ça ferait mauvais genre sur ce fond idéologique. Le livre blanc, il a servi à définir la stratégie européenne pour l'emploi en 1997, et tout ça a été intégré dans le traité de Lisbonne en fait. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je vais être plus bref parce qu'il est peut-être plus connu, c'est la stabilité des prix. Ça, c'est la marotte monétariste classique. Il ne faut pas qu'il y ait d'inflation. Il faut une stabilité des prix, et pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'inflation, il ne faut surtout pas que les politiques, donc quelque part, et derrière les peuples, puissent s'en mêler. On le confie à des spécialistes qui sont bien formatés idéologiquement, et dans le cadre de l'indépendance des banques centrales. Elles le sont pratiquement toutes aujourd'hui, enfin les grandes banques des grands pays. Voilà. Alors, par rapport au projet de Friedman qui était zéro inflation, les choses ont été un petit peu amendées depuis. C'est 2% d'inflation qui vise tout. C'est dans les statuts. Vous allez sur la Banque nationale du Japon, la Banque centrale d'Angleterre, des États-Unis, enfin la Fed, la BCE. Il faudrait que je vérifie sur la Chine, mais je crois l'avoir déjà vérifié. C'est pareil. Ils sont tous. Pour des raisons que je n'ai pas développées ici, en fait, il faut, comme beaucoup de ces gens-là travaillent en faveur des oligopoles, des transnationales, il faut quand même qu'il y ait un peu d'inflation, parce que c'est ce qui permet aux transnationales de prendre des marchés au capital non dominant. Voilà. Alors, ça, c'est pour le... Donc, quand on met tout ça bout à bout, on voit que la plus grande partie de la politique économique, elle est quelque part, dans le traité de Lisbonne, constitutionnalisée. Et si c'est constitutionnalisé, on ne peut pas y toucher, en fait. On est obligé de respecter tout ça. Donc, les peuples sont vraiment... voilà, peuvent débattre du reste, mais de ça, c'est assez peu facile. Sur l'emploi, j'y reviendrai juste en aparté tout à l'heure, c'est un peu plus facile. Bon. Sur les institutions, là, je vais aller plus rapidement parce que je pense que c'est plus connu. Je pense qu'il y a plein d'institutions à Bruxelles. Il y en a 6 qui sont importantes parce qu'elles sont décisionnelles peu ou prou. Les autres sont fonctionnelles ou de concertation. Il y a le Conseil, alors que je ne m'en mêle pas parce que moi je me plante toujours. Il y a le Conseil européen, qui est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui en fait, c'est un peu comme a le rôle d'impulsif, quoi. Si on veut faire un parallèle avec ce qui se passe en France, c'est un peu le parti qui serait au pouvoir, qui lance des idées, etc. Derrière, il y a la Commission européenne, qui est l'exécutif, la gardienne des traités, c'est-à-dire que si des États membres, elle peut retenir des fonds qui devraient aller à des États membres, elle peut sanctionner. Et elle a le monopole, ou quasi-monopole, de l'initiative législative. Ça ressemble un peu à notre gouvernement, quelque part. Même si le Parlement français a un peu plus de marge de manœuvre pour l'initiative législative. Le législatif, ceux qui votent les textes, c'est le Conseil de l'Union européenne, souvent appelé Conseil des ministres. Conseil des ministres, ouais. Ou Conseil tout court. Ouais. C'est le Parlement européen, avec beaucoup plus de poids pour le Conseil, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil et le Parlement européen peuvent se mettre d'accord sur des initiatives, mais c'est remis à la Commission qui met ça au panier, ou effectivement le reprend à son compte.
Donc il y a vraiment un très très gros poids de la Commission. Dernier, la BCE, j'en parle pas, hein, parce que c'est l'indépendance, j'en ai déjà parlé. La Cour de justice de l'Union européenne, elle est également très importante, évidemment. Et il faut savoir que dans tout l'historique, elle a toujours pris des jurisprudences en faveur, qui vont dans le sens du néolibéralisme. Ce qui est complètement normal. Surtout depuis le traité de Lisbonne, puisque une cour constitutionnelle, en fait, se base sur la Constitution, sur l'écrit, c'est son référentiel. Son référentiel, c'est pas tous les machins, tous les textes, les traités internationaux sur la biodiversité, sur je sais pas quoi. C'est la Constitution du pays ou de l'ensemble de pays qu'elle est en train de gérer. Donc la Cour de Karlsruhe, c'est l'Allemagne, de Luxembourg. Voilà. Alors, tout ça, ça donne quoi? Ça donne pas mal d'abandon de souveraineté dans des domaines qui sont essentiels. Alors, ça se traduit, l'Union européenne, c'est quoi? C'est une machine à produire du droit européen, en fait. Alors, le droit européen, il y a fondamentalement deux types de textes. Il y a les directives et les règlements. Le règlement, c'est quelque chose qui s'applique directement dans tous les États membres. Il n'y a pas à discuter. Les directives, ça doit être transposé État par État. Par contre, elles sont très contraignantes. Donc, on tient la main des différents États membres. Il y a d'autres types de textes, les avis, les recommandations, comme leur nom l'indique, c'est pas contraignant. Voilà. Alors, si on regarde juste quelques domaines clés, mais Frédéric ira peut-être plus loin sur la question. Bon, la monnaie, il y a abandon complet de souveraineté, puisque c'est la BCE qui gère ça. Il n'y a plus de francs, il n'y a plus de peseta, il n'y a plus de tout ce que vous voulez. La politique commerciale de l'Union européenne, c'est pratiquement également un abandon quasi total de souveraineté. Alors, la politique commerciale de l'Union européenne, c'est l'union douanière vis-à-vis de l'extérieur et c'est le marché intérieur pour l'intérieur. Sur la fiscalité, il y a un abandon de souveraineté, mais je trouve que ça fait partie des domaines où l'Union européenne a relativement peu légiféré sur la question. Donc tant que l'Union européenne, en son nom, ne légifère pas là-dessus, il y a encore une grande marge de liberté pour les différents États membres. L'emploi des politiques sociales, il n'y a pas réellement d'abord. Alors, il y a une très très forte pression pour aller dans le même sens. Mais c'est là où j'amende un petit peu ce que je racontais sur mon histoire de plein emploi là, tout à l'heure. Ce n'est qu'une très forte pression. Et un gouvernement, enfin que nous, dans notre groupe, on appelle un gouvernement bifurcationniste, qui en aurait, si je peux parler un peu vulgairement, ce gouvernement a de vraies marges de manœuvre pour faire des politiques d'emploi et sociales. On en parlera sûrement dans le débat, on va me sortir la règle d'or, mais on en parlera tout à l'heure. La politique étrangère de sécurité et de défense, là il faut l'unanimité, donc il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas d'abandon de souveraineté. C'est d'ailleurs un des enjeux de la période qui vient. L'écologie en tant que telle, bonne question, mais ça n'apparaît pas vraiment en tant que telle dans le traité. C'est un peu dispatché à droite à gauche, donc selon les domaines. C'était pas le sujet qui intéressait le plus les rédacteurs du traité de Lisbonne. Et puis il y a d'autres. En fait, l'Union européenne s'arroge une compétence un peu sur tout, culture, tourisme, énergie, enfin tout ce qu'on veut, éducation. Et surtout, sur ces domaines-là, énergie c'est un peu différent, mais sur ces domaines-là, l'Union européenne peut émettre des avis, mais il y a pas, les États membres peuvent pour le moment encore faire ce qu'ils veulent. J'ai presque fini. Il me reste 3 minutes, non ? Bon. Pour moi, il y a 3 quand même sur. Alors, je ne vais pas donner les solutions, mais je vais contraindre les solutions. On ne peut pas s'empêcher de donner des solutions. Hein. Ah non, c'est juste des contraintes, ce ne sont pas les solutions. On peut être tenté vis-à-vis de ça de se dire il n'y a qu'à réviser les traités. Le seul problème, c'est que l'article 48 du TIE, ça fait le deuxième article que je cite, je suis désolé, fait qu'il faut l'unanimité des 27 là aujourd'hui. Autant dire que, sachant
c'est quasiment tâche tout à fait impossible. C'est même pas le rocher de Sisyphe, c'est pas possible. On ne fait pas les premiers pas là. Bon, donc ça, je crois que axer des stratégies là-dessus, c'est, à mon avis, bon. On peut demander également, envisager, se dire, ça c'est un truc qu'on entend souvent, une erreur qu'on fait souvent, c'est de demander le vote. Alors selon les domaines, et selon même les sous-domaines, etc., on a en général plutôt un vote à la majorité qualifiée plutôt qu'un vote à l'unanimité. Alors, on peut se dire, si on est très démocratique, on se dit il faudrait le vote à la majorité qualifiée partout, etc. Sauf que, comme le référentiel, c'est le traité de Lisbonne, c'est un traité néolibéral, plus on va faciliter l'adoption de textes, plus on va doper le néolibéralisme. Donc ça, c'est également, pour moi, une fausse solution. Dernière solution, à mon avis, erratique, c'est de donner plus de poids au Parlement européen. C'est un peu le même motif, même punition. C'est vrai que ça serait plus démocratique qu'on ait un Parlement qui ait plus de poids, un Parlement européen, et du coup, voilà. Le seul problème, c'est qu'il ne pourra pas prendre de mesures qui vont à l'encontre du traité de Lisbonne. La CGE va tout de suite agiter son grelot et dire ça, c'est pas possible. Voilà. La CGE peut attaquer un organe de l'Union européenne, hein. C'est une possibilité. Donc, juste pour conclure, notre analyse à nous, c'est que l'Union européenne, c'est quand même une sacrée machine, non seulement suspicieuse par rapport aux volontés populaires, mais qui a tout organisé pour qu'elle ne puisse pas réellement s'exprimer et que ce soit la couche de technocrates de Bruxelles qui fasse un peu ce qu'elle veut. D'ailleurs, on pourrait faire, et je termine là, un parallèle entre les traités de libre-échange et le traité de Lisbonne. Dans les traités de libre-échange, une des choses qu'on dénonçait, c'était de se dire qu'il y avait finalement des comités formés de hauts fonctionnaires des différentes parties d'un traité de libre-échange qui s'arrangeaient pour prendre des décisions dont personne n'est au courant, d'autant plus que aucun citoyen n'est même au courant de l'existence de ces comités. Alors voilà. L'Union européenne, quelque part, il y a quelque chose qui ressemble étrangement. Personne n'a pris sur la Commission européenne. On voit d'ailleurs ces derniers temps la façon dont Miss... comment elle s'appelle déjà? Ursula, en française, voilà. Eh bien, merci.